Comment ça? Comment tu trouves mon thé? Et il est spécial. On dirait des nouilles. Ouais, t'as vu, ça a un peu le goût du... Ça a l'odeur du sushi. Ouais, voilà, du Ouais. poisson. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le goût des sushis. C'est un thé sushi. C'est un thé sushi. Pourtant, c'est écrit matcha et... Ouais. Est-ce que tu veux lire ce qu'il y a dans la couverture? A jellyfish plays jazz, piano, trumpet, contrebass and vocal all along. Donc je voudrais bien contacter le gars qui a fait le packaging, s'il te plaît. Fais-nous le packaging pour Shedio. Alors, Shedio, c'est une start-up qui se spécialise dans la VR. Ouais. C'est ce qui était écrit dans l'article. Ouais. C'est vrai? C'est vrai. Ok. Parle-moi t'as de pas menti. Ouais, parle-moi de Shedio. Shedio. Donc c'est pas Shideo, c'est Non, Shedio. Shedio. En fait, ça vient du grec skedio qui veut dire design et on a enlevé le C qui se prononce K pour que ça soit plus facile à prononcer, mais finalement, c'est pas aussi facile que Non. ça. Non, du tout. Ouais. Du coup, voilà, c'est Shedio. Mhm. Et Shedio, en fait, voilà, on fait de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et un peu de développement de jeux vidéo. S'il Les trois sont intéressants, mais j'aimerais savoir qui fait vous avez eu l'idée. Kifesh, on a eu l'idée. En fait, c'était parti d'un. Il te plaît bien le thé, apparemment. Non, je bois n'importe quoi. Non. D'accord. Déjà, ouais, mais tu vas le finir. Hein. Je vais le finir. Arigato. Comment est-ce? Okay. Whatever. J'ai inventé des syllabes, crois-moi. Ok. J'allais te dire, je sais pas comment on dit, mais ok. Donc, il a cru que c'était ça. C'est comme le gars qui a créé le jellyfish. Ouais. Et, en fait, l'idée, elle est venue d'un premier projet, c'était la numérisation du patrimoine à but scientifique, qui n'a pas abouti parce que, bon, il y a eu un peu de difficultés. Ouais. Et puis, ça s'est transformé en réalité virtuelle pour le patrimoine. En fait, au début, on s'est spécialisé que dans le patrimoine. D'accord. On voulait apporter un plus, tu vois, aux visiteurs, aux touristes, au patrimoine en lui-même, parce que c'est une façon aussi de le sauvegarder, parce qu'on a toujours une copie numérique de ce patrimoine. Mais du coup, on ne le fait pas avec un scanner, on le fait juste d'après des relevés archéologiques, d'après de la documentation et aussi avec l'appui des archéologues qui nous orientent à chaque fois. Et voilà, du coup, l'idée est partie de là, c'est qu'on voulait apporter quelque chose de nouveau. Et surtout, c'était la période Covid, donc la réalité virtuelle était un peu étendue à l'étranger. On en voyait beaucoup. Il y avait beaucoup de musées qui proposaient leurs visites virtuelles. Il y avait beaucoup de sites qu'on ne connaissait pas qui ont proposé des visites virtuelles. Et on s'est dit, d'accord, c'est bien, mais non, on va faire un peu plus que ça. On va les reconstituer comme ils étaient dans le passé. Vas-y, tu peux répondre si tu... En fait, c'est ma mère, donc je vais raccrocher. Ok. Donc voilà, c'est de là qu'est partie l'idée. Et voilà, on a fait la reconstitution. On a commencé avec Tipaza. D'accord. Donc les ruines. Ouais, les ruines romaines. Parce que bon, c'est pas très loin. C'est assez connu. C'est le premier site visité en fait en Algérie. Donc par les touristes. Donc quand les touristes viennent, voilà. Ils vont directement à Tipaza. Parce que c'est près d'Alger, et comme la plupart ils viennent sur Alger, donc. Oui. Donc en été, il y a un monde fou, surtout avant le Covid, il y avait vraiment des milliers de touristes par jour. Oui, étrangers, oui. Okay, cool. Étrangers. Il y avait de tout, de toutes les nationalités. Et donc voilà, on voulait vraiment apporter un plus à ce site-là. C'est pour ça qu'on a commencé par là.
Et on aimerait bien faire voilà, des petites reconstitutions, mais un peu partout en Algérie, tu vois. D'accord, Alors, d'accord. Pas que les sites les plus connus, même les petits sites qui sont un peu abandonnés, que les gens ne connaissent pas forcément. On aimerait bien travailler dessus pour vraiment montrer tout le patrimoine qu'on a, non seulement aux Algériens, parce que déjà les Algériens eux-mêmes ne connaissent pas vraiment toute leur histoire et tout leur patrimoine. Et moi-même, j'avais pas idée qu'il y avait autant de civilisations qui sont passées par l'Algérie, qui sont restés des siècles et des siècles, et qui ont laissé derrière eux des vestiges, mais aussi une culture, tu vois. D'accord. Et donc voilà, c'est surtout pour les Algériens, ensuite pour les touristes. Oui, et ça, c'est vos activités VR et réalité augmentée. Réalité virtuelle seulement. Ah, ça, c'est réalité virtuelle. Et réalité augmentée, c'est autre chose. Réalité augmentée, c'est autre chose. C'est des petites applications. Donc, j'aimerais qu'on fasse un truc avant de continuer. Je suis sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent qui ne savent pas ce que c'est la VR et la réalité augmentée. Okay. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est les deux concepts? Alors, la réalité virtuelle, en fait, c'est un monde complètement virtuel qu'on va recréer en 3D. Et la vraie réalité virtuelle, elle est interactive. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui proposent par exemple des visites 360 et qui disent que c'est de la VR, mais en fait pas vraiment, c'est juste une visite 360. La vraie VR, elle est interactive et c'est en temps réel, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer comme dans un jeu vidéo en fait, on peut se déplacer, on peut interagir avec l'environnement et à tout volonté. À volonté, en temps réel. C'est ça la réalité virtuelle. Et puis le truc, c'est qu'on met un casque. Voilà, c'est qu'on met un casque VR. C'est tout notre champ de vision qui est restreint dans le casque VR. Et voilà, c'est en fait, j'ai essayé ça pour la première fois il y a 2 mois, je crois. D'accord. Et ça marche, en fait. Il y a ton cerveau qui croit que tu es vraiment bien là. Ouais, exactement. Il pense vraiment que tu es dedans, et puis même si tu avances, il a l'impression d'avancer, mais quand ton corps est statique, du coup ça crée un peu des vertiges, parce que le cerveau il comprend pas trop qu'est-ce qu'il fait le gars. Et voilà, c'est ça la réalité virtuelle. Par contre, la réalité augmentée, c'est le fait d'ajouter des éléments en 3D dans l'environnement réel. Donc comme Pokémon Go. Exactement, comme Pokémon Go. Et ça se fait avec c'est de la programmation qu'on fait sur logiciel. D'accord. Et ça peut être en scannant un QR code ou une image quelconque, ou voilà. Ça va faire apparaître des éléments en 3D. D'accord. Ça, c'est intéressant, par exemple, pour quand on utilise le GPS. Et en fait, on peut utiliser le téléphone pour nous dire, voilà, rentrer dans cette ruelle. Et donc, il y a des applications comme ça qui existent. Oui. Mais comment vous imaginez-vous exploiter cette technologie pour... Non, on aimerait bien la mettre à disposition, côté patrimoine, hein. On aimerait bien la mettre à disposition dans les musées et dans les sites. Okay. Une borne avec un code QR qui va mener vers une application où il y aura par exemple la reconstitution du site, les informations concernant le site, des choses comme ça, mais que ça soit vraiment intégré au site. Oui. C'est ce qu'on aimerait faire. Ça facilite vraiment la visite déjà aux touristes, aux visiteurs, et c'est toujours un plus. Ouais, et la réalité augmentée, c'est sans utiliser de casque, c'est juste avec téléphone. Voilà, c'est ce qui fait qu'elle est accessible vraiment à tout le monde, parce que tout le monde a un téléphone. Et voilà, tout le monde peut scanner le QR code et il y a un truc bien qui risque de se passer dans le monde de la réalité augmentée, c'est que Apple je pense que Apple est en train de travailler sur des lunettes. Exactement, il y aura les deux. Il y aura la réalité virtuelle et la réalité augmentée sans avoir à enlever le casque. Voilà. Ouais. Donc tu portes des lunettes et tu fais la visite d'un vieux quartier, quartier de patrimoine, et voilà, tu as toutes les informations, bien tu as un guide virtuel, etc. C'est ça. Oui. Ça, c'est... On peut mettre vraiment n'importe quel contenu, genre c'est très vaste. Des pubs. Vraiment n'importe quel contenu. Mais justement, est-ce que je vois toujours pas, et
Et c'est en fait le truc que je reproche un peu aux startups algériennes. On dirait qu'ils ont du mal, que vous avez du mal, je sais pas par rapport à vous, mais on dirait qu'ils ont du mal à trouver un business model. Genre ils veulent faire du bien, ils veulent changer les choses à travers leur entrepreneuriat, mais est-ce que vraiment c'est de l'entrepreneuriat? Parce qu'une entreprise finalement c'est fait pour faire de l'argent et pour... C'est vrai. Je vais te dire, en fait la plupart des startups elles sortent... Je suis en train de me régaler. Ouais, je te vois là. Ouais. En fait la plupart des startups elles sortent parce qu'il y a eu quelqu'un qui a un projet coup de cœur, tu vois. C'est un truc qu'on fait par passion au début. Donc on ne pense pas forcément à un business model, à faire rentrer de l'argent. On pense surtout à concrétiser notre projet qui nous tient à cœur, voilà, une vision, quelque chose comme ça. Oui. Ensuite, la plupart des startups se retrouvent justement face à des professionnels qui leur disent mais non, c'est pas comme ça, il vous faut un business model, il vous faut rentrer de l'argent, et c'est là où on trouve du mal à faire rentrer de l'argent. Oui. Donc en fait, le but d'une start-up, c'est d'apporter des solutions à une problématique, mais généralement on apporte une solution peut-être pas qui résout vraiment une problématique. Tu vois, genre je sais pas comment t'expliquer, mais il y a un plus, c'est sûr. Absolument. Il y a une idée innovante. Il y a même une valeur. Il y a une valeur, il y a tout ce que tu veux. Mais peut-être qu'il n'y a pas le marché adéquat. Peut-être qu'il n'y a pas la demande. Peut-être que, tu vois, il y a plein de facteurs qui font que, oui, on a une bonne idée, mais elle n'est pas forcément commerciable. Oui. Est-ce que vous avez des idées commerciales? Est-ce que vous êtes déjà arrivé à rentabiliser vos projets? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on n'a pas fait de demande de financement, on n'a pas eu d'aide financière. Ça, c'est bien. Voilà, donc on a tout fait par nos propres moyens. C'est pour ça qu'on a mis un peu de temps avant de sortir les premiers projets. Et voilà, donc oui, on a commercialisé nos produits et c'est-à-dire que ça va. Par rapport à... Vous avez quoi comme produit? Déjà, nos reconstitutions, on a pu les vendre. D'accord. Et les produits, ensuite, on s'est justement diversifié parce que les reconstitutions, ça prend du temps. Oui. Ça prend aussi de l'argent. Donc, on a voulu pallier ce problème-là en se diversifiant et en proposant autre chose, qui est le marketing immersif pour les entreprises. Okay. Ça, c'est bien. Qui marche beaucoup mieux, bien sûr, que le patrimoine, parce que ça reste de la culture et il y a un public vraiment cible, tu vois. Par contre, le marketing, ça touche toutes les entreprises, même les startups, qu'elles soient petites ou grandes. Et on peut proposer vraiment beaucoup de solutions marketing immersif, parce que voilà, la VR, on peut faire tout et n'importe quoi avec. Et c'est comme ça qu'on veut s'autofinancer et autofinancer nos reconstitutions archéologiques. Oui, c'est quelque chose qui risque de vraiment beaucoup marcher, parce qu'en fait, il y a les coworking space qui sont très intéressés par une visite VR de leur espace. Donc au lieu que les potentiels clients se déplacent, ou bien des photos ne donnent pas vraiment doesn't give the true machin là. J'ai compris, on a compris. Mais une visite VR, on se croit y être, et je pense que ça pourrait marcher. Il y a aussi autre chose. Mes parents sont architectes et je les ai vus faire depuis les années 90 des simulations de visites guidées des maisons qu'ils étaient en train de faire pour leurs clients. Donc leurs clients pouvaient rentrer dans la maison, dans l'ordinateur et un peu se déplacer dedans, mais je pense qu'avec de la VR, ce serait encore mieux. Donc c'est beaucoup mieux, c'est sûr. Déjà, on peut se déplacer, mais aussi on peut changer le design, les matériaux, les couleurs.
la disposition, on peut tout changer, c'est-à-dire que c'est le client vraiment qui décide de son intérieur. Oui. Et ça facilite beaucoup le travail aux architectes et aux designers. Oui, une meilleure communication aussi entre... Et une meilleure communication, et ça apporte un plus à leurs clients et un plus à l'expérience client, parce que c'est l'expérience client qui fait que le client justement prend la décision d'acheter ou pas. Oui. Donc il faut lui proposer quelque chose de nouveau, d'inédit, qui va vraiment dire oui, j'ai essayé telle chose chez tel promoteur ou je sais pas, architecte, bureau d'études, n'importe. Et voilà, ça restera toujours gravé dans sa mémoire. Oui, et parlez-moi de l'aspect jeu vidéo de votre entreprise. Alors, en fait, d'ailleurs, il faut comprendre un peu chez Joe et comment ça fonctionne. En fait, chez Joe, c'est moi et ma sœur. Et puis, il y a tout un petit groupement d'acteurs algériens de la VR. Donc, donc ils viennent de plusieurs wilayas. Il y a le Borj, Oran. Et qui font partie de l'entreprise ou bien ils ont une relation? Non, c'est nos partenaires. On travaille tous ensemble sur des projets. Donc voilà, chacun fait ce qu'il sait faire. Application AR d'un côté, VR de l'autre, gaming de l'autre côté, tu vois, chacun travaille sur ce qu'il sait faire, design 3D, tout ça. Et voilà, quand on prend par exemple un projet, chacun fait soit un petit bout du projet, soit c'est... Donc, en fait, il y a une entraide, il y a un échange d'informations, de compétences, il y a vraiment un petit écosystème qui s'est créé en mettant en relation toutes ces personnes entre elles. Et on est vraiment fiers de ça, parce que et on les a ramenés de loin, j'imagine bien. De plusieurs wilayas. D'accord. Et voilà, on essaye justement d'avoir des gens comme ça qui sont intéressés par la VR. Non seulement on les forme, mais en plus, voilà, on les met un peu sur le marché. Genre, voilà, tiens, tu as un projet, fais-le. Voilà, t'es un professionnel. Voilà, c'est ça. Et en fait, voilà, donc c'est nos partenaires qui font de la programmation de jeux vidéo. Oui. Qui ont déjà fait des jeux vidéo, je pense qu'ils sont déjà en ligne. D'accord. Et voilà, peut-être qu'on va essayer de faire quelque chose, un jeu, peut-être un serious game, quelque chose comme ça pour les entreprises. En fait, il y a beaucoup de possibilités aussi dans le gaming. Oui, comme je te disais, en fait, la première fois que j'ai eu l'impression de faire du tourisme virtuel, c'était en playant un jeu qui s'appelle Assassin's Creed. Oui, bien sûr. Qui est sorti en 2007, donc ça fait dans une quinzaine d'années déjà. Et en fait, j'ai visité Damas, le Quds, Jérusalem, quoi d'autre, et d'autres grandes villes du Moyen-Orient. Et elles étaient reproduites à l'Ahsab, comment on les a décrits historiquement. Et ça, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin. Parce qu'en fait, il y a un truc qui s'est passé récemment. Il y a Microsoft qui a sorti un simulateur de vol, donc Microsoft Flight Simulator, en 2020. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est ils ont pris toutes les images un peu Google Maps et ils ont utilisé l'intelligence artificielle pour reconstituer ce que cette intelligence artificielle pensait que c'était. Donc, par exemple, on dirait ça, c'est une maison, je vais mettre une maison. Ça a l'air d'un arbre, je vais mettre un arbre. Et du coup, pour la première fois, les Algériens pouvaient visiter l'Algérie et visiter même leur quartier. C'est vrai, en volant au-dessus, mais quand même, du coup, il y a plein de vidéos, et c'est des vidéos qui sont devenues très populaires sur YouTube, des visites d'Alger, des visites de Tamanrasset, allez, on va aller d'Alger à Tamanrasset en avion et on va voir ce qu'il y a. Donc, il y a vraiment genre une soif
comment dire, une soif de ce genre de contenu, tu vois. Donc si vous arrivez à un certain moment à reconstituer la Casbah en 3D, c'est ce qu'on voudrait faire. En fait, c'est un projet qui est en cours en parlemente. Voilà. Et on espère pouvoir travailler dessus déjà, puisque bon, la Casbah, c'est la Casbah. Oui, en plus, c'est ça, elle représente déjà Alger, elle représente... et en plus, elle est dans un sale état. Et même les rénovations qui sont en train de se faire ne sont pas fiables. Je pense pas qu'on ait, autant que pays, je pense pas qu'on ait le budget pour rénover la Casbah complètement. Oui, on n'a pas de budget. L'entretenir. C'est sûr, on l'a pas, et voilà, il y a, enfin, c'est Khalota. Oui. Mais vous pourriez peut-être sauver la mise si vous arrivez à faire un jeu vidéo ou une Kenzaïr ou une. On adorait ça. Les étrangers pourraient. On adorait faire ça. Vraiment. C'est vrai que ça prend beaucoup de temps parce que. Comment ça s'appelle le jeu que tu viens de citer? Assassin's Creed. C'est toute une équipe. C'est des millions de dollars. Voilà. C'est des millions. C'est des centaines de millions en fait. Voilà. Et c'est donc tu vois, c'est pour ça que voilà. C'est beaucoup de travail. C'est pour ça que c'est bien fait. Ça, je dis ça, je dirais. Les millions. Oui. C'est pour ça que c'est bien fait, que ça sort rapidement, que voilà. Oui. Donc, à notre niveau, si on se lance à faire un jeu comme ça, on va prendre 10 ans. avec l'équipe, avec la petite équipe qu'on a. Par contre, commencer avec des petites reconstitutions un peu par-ci, par-là. Oui. Ensuite, les regrouper pour en faire un jeu vidéo, ça serait pas mal pour commencer. Oui. Et puis le jeu vidéo n'a pas besoin vraiment d'avoir une réplique exacte de la ville. Oui. Peut-être une représentation de l'ensemble serait bien. J'ai plein d'exemples dans ma tête là. T'as des villes américaines, des villes européennes, etc. qui ont été reconstituées dans des jeux vidéo durant les années 90, donc techniquement ils n'étaient pas très harbin. Et vraiment ça marche ça. Je pense que ça a contribué au tourisme vers ces villes. C'est sûr. Oui. C'est sûr. Oui. Parce que les jeux c'est encore plus accessible aux gens qu'une simple visite ou qu'une reconstitution. Ça touche tout le monde. Et puis ça touche les ados. Un ado, quand jeunes, tu lui dis voilà, on va visiter un musée, ça le tente pas. C'est boring avant même d'y aller. Et tu lui dis on va jouer à un jeu vidéo, c'est différent. C'est différent. C'est ça, c'est le meilleur moyen d'apprendre. Absolument, en jouant. En jouant. Oui. Et du coup, c'était là les Jeux Olympiques. Et puis, en fait, j'aimerais avoir une idée sur votre attitude par rapport au tourisme en Algérie. En fait, il y avait un certain moment, j'avais tweeté un truc et je pense que c'était Fayel qui m'avait répondu, qui m'a dit absolument. J'avais dit si les Jeux Olympiques à Oran nous apprennent quelque chose, c'est que l'Algérie a un énorme potentiel touristique. Mais ce potentiel n'est pas vraiment exploité. En fait, il y a même, j'ai l'impression, en discutant avec various Algerians, j'ai l'impression qu'il y a même une barrière culturelle par rapport au tourisme. Il y a des Algériens qui n'ont pas envie que l'Algérie s'ouvre au tourisme. Je ne suis pas sûr pourquoi. Donc, quelle est votre attitude par rapport à ça? Parce que finalement, même si vous faites beaucoup d'efforts, est-ce que cet effort va finalement avoir un impact si il y a une décision politique ou bien une décision populaire contre l'effort que vous êtes en train de faire? Donc quelle est votre attitude par rapport à ça? Est-ce que vous espérez que l'Algérie s'ouvre à un certain moment et là vous serez là? Ou bien vous contribuez au fait qu'elle s'ouvre? Donc
En fait, l'Algérie, elle est entre deux. On veut s'ouvrir, mais on ne veut pas trop. Mais on veut s'ouvrir. Ok. Donc, c'est vrai qu'il y a un changement de mentalité en positif. D'accord. De la part surtout de l'État. Okay. Donc ils sont en train de vraiment tout faire pour régler le problème du tourisme en Algérie. On m'a invité au séminaire des 6e journées du marketing hôtelier. C'était voilà, ça concernait tout ce qui était secteur touristique et voilà, tout ce qui tournait autour de ça. Et il y avait le représentant du ministère du Tourisme sur place qui a expliqué que voilà, à notre niveau, on est en train de faire des démarches, plein de trucs pour que tous les ministères, en fait, ils ont fait un truc, c'est une réunion, je sais pas, qui se fait trimestrielle ou semestrielle ou annuelle, je sais pas, voilà, ouais, et qui réunit tous les ministères. Et en fait, il nous a expliqué qu'il n'y a pas que le ministère du Tourisme qui doit agir pour le tourisme, mais c'est tous les autres secteurs qui doivent agir aussi pour le tourisme. Entre autres, le ministère des Affaires étrangères. Voilà, les Affaires étrangères, le ministère de la Culture, le ministère des Transports, je sais pas moi. C'est tous les ministères qui doivent contribuer à l'ouverture de l'Algérie vers le monde. Et il a dit que voilà, chaque ministère devait faire un compte rendu de ce qu'il est en train de faire pour le tourisme et de l'envoyer directement au président de la République. Et suite à ça, on devra agir, etc., etc. Ça va prendre du temps, c'est sûr. Mais voilà, déjà au niveau de l'État, il y a des mises en place. Ensuite, au niveau des Algériens, je ne pense pas qu'ils soient fermés au tourisme, c'est qu'on n'a pas vraiment la culture du tourisme, c'est ça. Je pense qu'on a passé tellement de temps enfermés sur nous-mêmes qu'on a pris cette habitude-là et qu'on a oublié un peu les bases du tourisme. Oui. C'est pour ça que même si tu vas à un hôtel, tu es un peu déçu, même si tu vas dans une ville, il n'y a rien de spécial, même si tu vas... Mais c'est pas vraiment c'est pas général. Et puis c'est pas fait exprès, j'ai envie de te dire. C'est vraiment quelque chose qu'on a développé au fil du temps. Mais je pense que ça s'arrange. Si vraiment voilà, chacun y mettait du sien, c'est vrai que ça va prendre du temps, mais ça va s'arranger. Là, on essaye de s'ouvrir avec les Jeux méditerranéens, avec je sais pas moi, des événements comme ça. C'est très bien. Et bon, nous... Avec le clip de DJ Snake. Oui, voilà, le clip de DJ Snake. Avec, il y a beaucoup aussi d'Algériens qui font la promotion de l'Algérie à l'étranger. Si on voit juste TikTok, il y a plein de vidéos de l'Algérie. Et c'est des Algériens qui vivent à l'étranger et qui sont en train de faire la promotion de leur propre pays. Donc il y a un amour de notre pays. On le ressent vraiment... Mais voilà, il y a peut-être une fausse image de l'Algérie qui circule, il y a peut-être, tu vois, ce que je veux dire. Donc il faut vraiment changer ces mentalités-là pour qu'on puisse vraiment s'ouvrir au tourisme. Après, nous, en tant que start-up, on a un pas dans le tourisme parce que voilà, on fait des reconstitutions archéologiques et tout, ça rentre un peu dans le secteur du tourisme. Comme on fait aussi du marketing, ça peut être pour les hôtels, ça peut être pour les établissements, je sais pas moi, touristiques, pour les agences de voyage, ça peut toucher plein d'institutions. Et bon, c'est vrai que ça se voit pas pour le moment, mais je pense qu'il va y avoir une retombée, un impact positif dans quelques années je sais pas. Non, en tout cas, on fait ce qu'on a à faire à notre niveau. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, on aura fait quelque chose. Oui. En tout cas, moi, dès que en fait, il n'y a pas que moi. J'avais vu votre article sur Twitter. Comme je t'ai dit il y a 2 mois d'aujourd'hui. Et en fait, il y avait
plein de gens sur Twitter qui étaient excités par rapport à ça et qui étaient fiers qu'il y ait une entreprise qui est un peu high-tech et qui fait dans l'high-tech et qui soit aussi algérienne. J'avais un gars, je crois, ou une fille qui avait dit chauffe les Algériens. Donc, tu vois. Donc oui, moi je vois vraiment une évolution un peu des esprits et des mentalités, etc. Surtout en vous voyant vous. Par contre, je sais qu'il y a vraiment beaucoup de chemin à faire. Oui. Ouais, mais du coup, tout en étant ambitieuse et tout en étant imaginatif, où est-ce que vous verriez Ntouma ou l'entreprise Takom d'ici quelques années? Bon, on veut se positionner déjà en tant que leader de la VR en Algérie. Et voilà, on essaye vraiment de se diversifier dans nos services et dans nos produits. Je me verrais bien dans quelques années déjà avoir reconstitué pas mal de monuments déjà, pour le côté, tu vois, parce que ça me tient toujours à cœur, même si ça prend des années à être fait, j'aimerais beaucoup continuer dans ce domaine. Et aussi ouvrir l'Algérie vers le métaverse et les métiers du métaverse et vraiment comment on dit, implanter ces nouvelles technologies dans le quotidien des Algériens, pour que ça soit pas vraiment quelque chose vu pardon. Pardon, le chargeur. Pour qu'ils ne soient pas spectateurs de ce qui se passe à l'étranger, mais qu'ils soient vraiment acteurs de ces nouvelles technologies, qu'il y ait beaucoup de jeunes. On aimerait bien former des jeunes au métier de la VR, au logiciel et tout. Voilà, pour qu'il y ait vraiment un marché de la VR en Algérie, que ça soit banalisé, tu vois, pour qu'ils ne voient pas ça comme waouh, c'est un truc waouh, ou bien non, c'est un truc qui va être forcément dans notre quotidien dans quelques années. Donc il vaut mieux s'y mettre dès maintenant, pour que dans quelques années on soit au même niveau que les États-Unis ou que le Japon, ou je sais pas. Et du coup, est-ce que vous pensez aux NFT et à ce genre de technologie? En fait, les NFT sont interdits en ce moment. En fait, la crypto, elle est interdite. Du coup, forcément, les NFT. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a de loi concernant... mais attends, on peut acheter des NFT sans utiliser de crypto-monnaie? C'est ce que est en train de faire une start-up algérienne, Heyla, qui s'appelle Duniz. En fait, il a créé une blockchain sans NFT. Et en fait, il a fait une petite salle qui regroupe des NFT qu'on peut acheter en dinars, tu vois, qu'on peut acheter en monnaie nationale. Mais du coup, ça ouvre un peu la voie pour vous, pour que vous vendiez. Exactement. On aimerait vraiment aller sur cette lancée et voilà, intégrer déjà tout ce qui est NFT, crypto sans crypto, ici en Algérie, parce que voilà, c'est ce qui se fait en ce moment. Et puis peut-être s'il y a des lois qui vont régulariser ça et tout, s'ouvrir au monde. Oui, parce qu'en fait, alors la crypto-monnaie est basée sur la technologie de la blockchain. Il y a aussi les NFT qui sont basés sur la technologie de la blockchain. Les crypto-monnaies sont interdites en Algérie, mais la blockchain elle-même, elle n'est pas interdite. La blockchain, franchement, je sais pas. En tout cas, voilà, en fait, cette start-up-là, elle a créé une blockchain sans crypto, ce qui est tout à fait légal. Et c'est ça. C'est cool. Je pense que vous pourriez commercialiser vos produits de cette manière. Et puis ce sera un peu comme vendre des tableaux. Il y a beaucoup de gens qui achètent des peintures de la Kabylie, etc. Mais vous allez vendre carrément des reconstructions
3D ou bien des... Ouais. Oui, mais ça va être cool. Je pense que si ça se démocratise un peu, ça va être bien. Oui, j'aimerais qu'on sorte un peu de Shedio et on parle un peu de nos expériences personnelles en tant que jeune Algérien. Il y a déjà le fait que, en fait, il y a eu un truc que j'ai remarqué, dès qu'un invité tarde un peu à venir sur mon podcast, donc il y a un gars, je lui dis voilà, tu viens sur mon podcast, il me dit super, après ça se passe pas pendant 1 mois ou 2, après نعاود نقول له ماشي كنت جاي, يقول لي mais mince خلاص أنا رحت للخارج. Ah oui. Tu vois. Donc carrément. C'est pas une personne, c'est une dizaine de personnes qui étaient supposées venir au podcast, mais depuis 2020 ils sont plus en Algérie. Ok. Donc je pense qu'il y a, je sais pas si c'est un problème, je sais pas si c'est une bonne chose, parce que finalement on parle de s'ouvrir à l'étranger, etc. Et ça reste, ces gens-là, ça reste des Algériens, et c'est des gens qui vont apprendre beaucoup à l'étranger, et il y a le potentiel du fait qu'ils pourraient revenir en Algérie et vraiment apporter quelque chose de nouveau en Algérie, mais ça reste quand même problématique pour mon podcast, tu vois, mais pas que. Oui. Donc, comment ça se fait que toi et ta sœur, vous n'avez pas décidé, voilà, au lieu d'ouvrir une entreprise ici en Algérie, ben on va aller à l'étranger? En fait, je pense qu'on a une fausse idée de ce qui se passe à l'étranger. Il faut vraiment y aller, y vivre et voir pour vraiment se rendre compte que c'est pas pareil. Ok. Si on a une idée de projet, moi je conseillerais de la faire ici en Algérie, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités et généralement les marchés sont encore assez vierges. Oui. Donc il peut vraiment avoir, et puis ça contribue aussi à la dynamique du pays, tu vois. Alors si on partait pas avec nos idées, avec nos projets à l'étranger, on pourrait les faire ici, et ça va forcément apporter que du bien à l'Algérie. Mmh. Et bon, moi personnellement, j'y ai pensé, mais en fait que pour les études. Je voulais partir pour terminer mes études puis revenir. Oui. Oui. Mais en fait, bon, ça s'est pas fait. Et puis maintenant, c'est pas que je regrette ou je me dis non, j'aurais dû partir ou quelque chose comme ça. Non. Mm-hmm. Au contraire, je me dis j'ai bien fait de rester. D'accord. J'ai bien fait de prendre cette décision. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un truc, ouais. Avant que tu continues. Là, je dis pourquoi. Parce qu'en fait, il y a le premier paramètre par rapport au fait de partir, c'est que quand tu pars à l'étranger et avec ton niveau, bon, je dis ton niveau, mais le niveau général d'un intellectuel algérien, direct, il va commencer le salaire TAO de 4 000 euros. Oui, là. Et ça va aller jusqu'à 8 000, 12 000 euros. Donc ça, c'est déjà vraiment très tentant. Donc il y a eu ce genre de tentation, mais tu dis quand même que tu penses que tu as bien fait de rester. Oui, j'ai bien fait de rester parce que, bon, même avec un salaire de 4 000 euros et... Enfin, je sais pas, moi je me vois pas vivre à l'étranger, personnellement. Ouais. Après, je veux pas non plus être employée chez quelqu'un. Ça, j'ai enlevé cette idée de ma tête depuis longtemps. Je me dis, même si je vis avec une misère, mais c'est pas grave. Au moins, j'aurai pas un patron au-dessus de moi qui va s'enrichir à ma place. Donc, voilà. Et puis, voilà, on essaye de créer de la richesse autrement. Et bon, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de mes amis qui étaient avec moi à l'école des Beaux-Arts qui sont partis. Je change de. Des amis.
Ouais, des amis des Beaux-Arts qui sont partis à l'étranger dès leur 3e année, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas terminé leurs études, ils sont partis à l'étranger. Mais il faut voir en fait le nombre de personnes qui reviennent. Et s'il y a beaucoup de personnes qui reviennent, c'est que forcément c'est pas assez bien là-bas. Oui. Donc je me dis que c'est une fausse idée qu'on a. Partir à l'étranger pour visiter, d'accord, mais partir pour y vivre, je sais pas. Je préfère faire mon chemin d'ailleurs. Je me dis que déjà c'est mon pays, je connais les mentalités, je connais sa culture, je connais son marché, je connais ses opportunités, je connais tout ça. Par contre, si on part à l'étranger, c'est compliqué. Il faut s'adapter, il faut connaître le marché, il faut savoir ce qui marche pas. C'est compliqué de faire de l'entrepreneuriat là-bas, à l'étranger. C'est pas aussi facile qu'on le croit. Au contraire, côté administratif, c'est terrible. Ici en Algérie, au contraire, on encourage les porteurs de projets. D'ailleurs, il y a le ministère des startups qui facilite beaucoup de choses aux porteurs de projets. Il y a les incubateurs, il y a tout qui c'est pas cher, on n'a pas besoin d'avoir 1 million d'euros pour lancer un projet, tu vois. Oui. Donc les opportunités, elles sont là, forcément. Moi, je me suis rendu compte au fur et à mesure, mais je me dis qu'à l'étranger, ça aurait pas été facile, en fait. Oui. Et d'ailleurs, voilà, rien que de voir le nombre de mes amis qui sont venus après un temps ou qui ont complètement changé d'activité, qui se sont mis à faire des petits boulots juste pour pouvoir payer leur loyer, je me dis, voilà, ça vaut pas le coup en fait. Moi, je me dis, ça vaut pas le coup. Si on y va, oui, avec un salaire de 4 000 euros, avec un hébergement, avec tout ce qu'il faut, peut-être que je dirais, bon, mais on peut avoir ça ici. Tu vois. Ça dépend. Par rapport à avoir ça ici aujourd'hui, c'est difficile. Ça reste difficile aujourd'hui. Donc il y a vraiment beaucoup d'étrangers qui viennent ici en Algérie, surtout après Covid. Et j'ai remarqué beaucoup d'étrangers qui sont en train de venir ici en Algérie pour se mettre à l'entrepreneuriat, beaucoup d'émigrés aussi, donc des gens qui sont des Algériens qui sont nés à l'étranger, qui sont venus ici et qui sont venus ici pour un peu pour visiter, pour peut-être un peu étudier ou bien pour enseigner à la fac, et finalement ils se sont dit mais c'est un environnement entrepreneurial assez... voilà, c'est ça. Oui. Donc et finalement, ils arrivent à se faire de l'argent, ils arrivent à réussir, etc. Ça dépend des objectifs de chacun et ça dépend de la capacité de chacun à s'adapter. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi ? On a le temps. C'est ça, j'avais une idée, elle est partie. Oui, bon, voilà. Bon, on passe. Et en fait, il y a un truc que j'aimerais l'éducation. Est-ce que vous aimeriez participer à l'éducation d'une manière ou d'une autre à travers votre entreprise ou là, à travers les compétences de votre entreprise ? Oui, forcément. Forcément, parce que ce que je trouve dommage, c'est que pendant tout le cursus scolaire, on n'a pas dans nos manuels quelque chose qui nous dit qu'il y a eu les Vandales à un moment donné en Algérie, il y a eu les Phéniciens, il y a eu les Romains, il y a eu les périodes, je sais pas, préhistoriques qu'on appelle. Oui, il y a eu aussi les extraterrestres d'après les dessins. Oui, Sahara, Sahara. Il y a eu le premier dinosaure,
le plus vieux dinosaure, je pense, qu'on a trouvé, c'était à Sétif, quelque chose comme ça, oui. Ok. Je veux bien voir ça. Oui, donc vraiment, il y a tellement d'histoires en Algérie et elle n'est pas à communiquer. Il y a aussi le cheval barbe, il paraît, c'est le plus vieux. J'ai vu ça sur Joe Radio. Oui. Donc voilà, on apprend tous les jours un truc nouveau sur l'Algérie, sur l'histoire de l'Algérie, et on ne met pas ça sur les manuels scolaires. Il n'y a pas Qarena Tarir, mais c'était juste période coloniale jusqu'à l'indépendance. Il n'y a pas que ça. L'Algérie, elle n'est pas née en 1830. En fait, oui, justement. En fait, la semaine dernière, j'ai enregistré un podcast qui n'est pas encore sorti avec une amie à moi. Et on avait parlé d'un peu le passé de l'Afrique. Et en fait, d'après nos recherches, en fait, l'Afrique, c'était une jungle. Il y avait vraiment beaucoup de rivières. Oui. Si tu zoomes à Tamanrasset et puis tu dézoomes un peu, tu vas voir comme des veines, tu as de l'eau qui circulait. Et ça, d'après des études assez récentes, il y a eu plein d'articles, les Subnaham, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait quelques milliers d'années. Voilà. Tu vois. Voilà. Et donc il y a eu des civilisations qui ont existé il y a quelques milliers d'années. Il n'y a rien qu'à voir les gravures rupestres du Sahara. Il y avait beaucoup de faune, de flore. C'était un environnement très riche. Et forcément, c'était pas un Sahara. Oui, voilà. Et puis, il y a un truc en fait, par exemple, le Sphinx en Égypte, en 1800, quelque chose, il était recouvert de sable. C'est beau, une petite structure. Il n'était pas dégagé. Tu vois, il n'était pas dégagé. Les Européens, voilà, ça c'est touristique, tu vois. Et quand j'avais un peu cherché sur Google Maps et puis sur YouTube, il y a plein de petits monuments qui sortent du sable sur le Sahara algérien et qui sont très éloignés de tout. Et on ne sait pas ce qu'il y a tu vois, est-ce qu'il y a bzaf est-ce que c'est, tu vois ce que je veux dire. Donc il y a comme une histoire cachée de l'Algérie. Est-ce que vous voudriez ça va être compliqué de faire des recherches là-dessus. Je ne crois pas qu'on va trouver quelque chose de fiable. Mais d'ailleurs, même si on va... Nos amis qui partent au sud, qui connaissent vraiment des guides de là-bas, qui ont vécu toute leur vie là-bas, ils ont leur propre légende et tout, tu vois. Ils nous racontent que voilà, là-bas, il y a eu telle chose, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que c'est juste une légende? Peut-être qu'il y a un peu de vérité. Peut-être qu'il y a un peu de vérité là-dedans. Donc on peut pas savoir parce qu'il n'y a ni écrit, ni preuve vraiment tangible de ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a une histoire qui n'en finit pas, je pense. C'est terrible comme vestiges et monuments qu'on a. On en a tellement. Notre sol est jonché de vestiges. Il y en a partout. Et de toutes les époques, en fait, c'est une stratification d'époques. C'est plus on va, on creuse profond, plus on tombe sur les périodes les plus lointaines, tu vois. Et voilà, j'aimerais bien que dans les manuels scolaires, il y ait, chaque année, par exemple, ils ont une période préhistorique, antiquité, Moyen-Âge, tu vois, toutes les périodes jusqu'à la période contemporaine. Ça serait formidable. Et puis aussi les sorties. Les sorties avec de vrais guides. Parce que quand j'étais à Tipaza, il y a eu des sorties scolaires pendant le petit événement qu'on a fait à Tipaza. C'était les profs qui faisaient le guide. Et une prof, elle ne peut pas tout savoir, elle ne peut pas tout connaître. Déjà qu'elle enseigne toutes les matières, voilà. Et elle ne peut pas être non plus archéologue et historienne. Donc il faut vraiment apporter l'information vraie aux enfants. Parce que si on grandit avec une fausse information, c'est terrible. La conséquence va être terrible. Et
et puis il y a l'impression chez les jeunes Algériens, ils ont l'impression qu'il n'y a pas grand-chose en Afrique en général. Donc c'est à cause de cette ignorance. C'est ça en fait. Oui, parce qu'on nous dit pas, ce qu'il y a exactement. Si on avait ces modules-là depuis qu'on était petit, on aurait su déjà d'où on venait, qui on était. C'est vrai, on est des Algériens, mais même khaltin, on a des origines voilà, diverses. Et donc moi, je l'ai déjà appris tout ça quand j'étais aux Beaux-Arts. Et pas avant, oui. Ah bon, on vous apprenait ça aux Beaux-Arts? Oui, ça, on nous apprenait depuis la première année toutes les époques que l'Algérie a eu, toutes les civilisations avec leur culture et leur architecture et leur art. Du coup, tu as apprécié tes années dans l'école des Beaux-Arts? De ouf. Ah bon? Raconte-moi, comment c'était? Parce que je ne m'attendais pas déjà à trouver tous ces modules. Je pensais que les Beaux-Arts, déjà, on n'a pas... on a toujours un manque d'informations. Parce qu'en fait, la dernière fois, sur un autre podcast, encore une fois, j'avais raconté l'hikayat et ça a étonné beaucoup de monde, mais c'est le cas. À Blida, à l'université de Blida, il y a l'Institut d'aéronautique. Il y a beaucoup de gens qui viennent de toutes les wilayas vers cet institut et qui s'inscrivent et qui commencent à étudier. Je vais pas devenir pilote finalement. Ouais, tu vois, donc oui, il a 18 ans le gars, il a 17 ans, il vient de sortir du bac. Oui. Donc à quoi tu t'attends? Un doucement à Béchi s'inscrit, il voulait devenir pilote. Tu vois. Oui, et parce que c'est ça, c'est l'information qu'on n'a pas. L'information, elle n'arrive pas. Je sais pas pourquoi. Mais l'information, elle n'arrive pas. Moi aussi, je pensais pas que ça allait me faire 5 ans déjà d'études. Je pensais pas qu'il y avait autant de modules. Je pensais pas que le programme était aussi chargé. Je pensais pas qu'on n'allait pas avoir un diplôme. Vous n'avez pas de diplôme? Non, en fait, on a une attestation. Il n'y a pas de diplôme. En fait, ils sont en train de le faire. C'est-à-dire qu'il faudra repartir pour demander le diplôme final, etc. Enfin, c'est tout un tralala entre ministères parce que t'as le ministère de la Culture et le ministère de l'Enseignement supérieur et qu'il faut que les deux délivrent le même diplôme. Et voilà. Donc, c'est de la bureaucratie. Voilà, c'est ça. Mais attends, les gens qui ont fait les Beaux-Arts Maqbel n'ont pas de diplôme. Ils ont l'attestation. Bon, elle est reconnue partout, même à l'étranger, mais ça reste attestation sur un bout de papier, c'est pas le diplôme. En même temps, moi j'ai fini mes études en ingénierie en 2017, j'ai toujours pas récupéré mon diplôme. Ça c'est ta faute. Non, mais je suis pas le seul. Une amie à moi je suis un peu machin, mais il y a une amie à moi qui est très studieuse, très khabacha, très sérieuse par rapport à ses études. Elle a fini ses études d'architecture. Et jusqu'à l'année dernière, salut Asma. Parce que des fois, c'est vrai, on n'a pas besoin tout de suite, tu vois, on se dit. En même temps, qui t'appelle Tma qui ayouk. Voilà, aussi. Qui te dit. Oui, عاودوا لي عمر هاد الورقة جوز عند كامل les départements سينيو لك. C'est un peu, mais bon. Donc je m'attendais pas à des années d'études aussi riches en informations. On a eu vraiment des modules, histoire de l'art, on a eu histoire de l'architecture, on a eu histoire tout court, c'était les périodes historiques. On a eu psychologie de l'art, philosophie de l'art, des modules vraiment poussés, tu vois, en dehors des ateliers de peinture, sculpture, dessin, mosaïque. Il y a eu de tout, miniature, comment on appelle ça, gravure. Vraiment, c'est complet. En fait, c'est un programme complet. Oui. Tu sors forcément de là-bas avec un truc en plus, tu vois. Et les profs étaient bien? Oui, c'est des profs super top qui ont fait leur doctorat ou leur master à l'étranger, qui sont revenus enseigner à l'école des Beaux-Arts. Et
C'est un bon niveau, je pense. Oui, oui. Et puis, une bonne partie de la formation dans une université, c'est l'environnement, l'entourage. Oui. Donc, c'était comment ça? On ne veut pas sortir des beaux-arts, en fait. On ne veut pas terminer ses études, on ne veut pas sortir. Oui. Et finalement votre... ou bien temps... Est-ce que Friel, elle avait fait le même... Non, Friel, elle a fait management, puis un master en management des affaires. D'accord. En droit des affaires, pardon. Oui, mais du coup, c'était ton PFE qui était en liaison avec la VR. C'est ça, oui. C'était quoi? Oui. C'était ça, en fait, j'ai soutenu avec une idée similaire, c'était la réhabilitation de la minoterie Narbonne qui est à Lucindé, celle qu'on est en train de détruire. On est en train de détruire quoi? La minoterie. C'est quoi une minoterie? C'est là où on faisait la semoule, la farine, tu vois. On est en train de la détruire? Parce qu'elle est délabrée, en fait, ils l'ont laissé se délabrer au fil du temps et là on est en train, celle qui est juste rue Tripoli au bord du tramway. Ok, ouais. J'ai une idée où c'est, mais je pense pas l'avoir remarqué. Il y a eu beaucoup de gens qui en ont parlé sur les réseaux, qui sont vraiment contre sa démolition, bien que ça soit trop tard parce que ça l'a complètement. Oui. Et voilà, c'était la première industrie en Algérie. Bon, elle était française, oui. Okay. Industrie française en Algérie. D'accord. Et c'était celle de Monsieur Narbonne qui a fait dedans des moulins de blé, de trucs. Oui. Elle est restée fonctionnelle jusque dans les années 90 à peu près. D'accord. Début 2000, oui. Ensuite, relqouha et قعدت هكذاك à l'abandon. Oui. Alors que architecturalement parlant, elle est magnifique. Ah bon. D'accord. Ouais, c'est dommage qu'on ait... Et du coup, ton PFE? Tu as soutenu voilà, j'ai soutenu sur ça, en fait la réhabilitation Taha, la transformer en pôle culturel pour la garder intacte, faire des transformations, des travaux, voilà tout ce qui est nécessaire pour la réhabiliter, mais il n'y a pas de budget, donc à la et voilà, l'idée elle est partie de là. Pour la réalité virtuelle, nous on a eu quelques modules de 3D, modélisation à l'école, parce qu'on fait aussi les logiciels, Photoshop, voilà, Illustrator, tout ça. Mais réalité virtuelle, j'y pensais pas au début. En fait, je pensais à faire quelque chose pour le patrimoine, mais c'était pas forcément de la réalité virtuelle. En fait, c'est au fur et à mesure que ça a évolué vers la réalité virtuelle. D'accord. Et donc, j'aimerais bien t'accueillir avec le moment où tu as découvert la réalité virtuelle, parce que pour moi c'était un peu un choc, hein. Ça fait pas si longtemps que ça, mais quand je l'ai essayé la première fois, c'était waouh. Bon, Anaya, je l'ai connu théoriquement parce que je n'avais jamais essayé de casque, j'avais jamais. Donc voilà, période Covid, j'ai adoré voir quand même les musées en. Ah ouais. Oui, il y avait un casque ou non, c'est multiplateforme en fait, c'est sur le site, sur des sites web. Ou là sur YouTube, ou là qu'on pouvait voir par exemple le Louvre, qu'on pouvait voir. Mais tu avais besoin du. Non. Sur ton PC. Oui, sur le PC. Ça reste réalité virtuelle. Oui, c'est de la visite 360. C'est pas de la vraie. C'est comme je disais tout à l'heure, c'est pas de la vraie réalité virtuelle. C'est ensuite que j'ai appris qu'il y a plusieurs réalités virtuelles et que voilà. Et en fait, voilà, je l'ai découvert par là. On peut faire ça en fait, c'est cool. Et on peut rajouter des informations et on peut se balader tout seul et tout. Ensuite, j'ai commencé à. Gratuitement. Oui, gratuitement. Ensuite, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet pour voir ce que c'était. Ensuite, j'ai demandé à mes amis qui étaient déjà graphistes et 3Distes et tout, qui s'y connaissaient mieux que moi, qui m'ont dit que voilà, c'est faisable avec tel et tel logiciel. Et j'ai commencé à contacter des gens qui
qui avaient déjà un pied dans la 3D. C'était pas vraiment dans la réalité virtuelle, c'était juste dans la 3D. Et puis eux, ils ont appris de leur côté avec des tutos, des trucs, tu vois, pour sortir un projet, le premier prototype Tashedio. D'accord. C'était en apprenant quand... Et c'était quoi le premier prototype? C'est une maison type, un palais type de la Casbah. Est-ce qu'on pourrait, à l'Agda, plus tard, avoir expérimenter ça, genre... bien, je sais pas qui fait encore le experience this. Pour le public? Oui. Oui, bien sûr. Bon, on est en train de penser à créer une plateforme qui va regrouper les travaux Tawana pour que ça soit accessible via PC, téléphone et tout. Mais toujours est-il qu'il faudrait y avoir assez de contenu et comme ça prend beaucoup de temps, ça va prendre forcément du temps. Voilà. Mais vous faites quand même des événements. Oui, on fait des événements. Oui, on fait des événements. J'ai vu récemment, je crois que c'était à Tipaza. C'était Tipaza au mois de mars. Oui. Il y a eu aussi à l'Institut français, il y a eu à l'École des Beaux-Arts. Est-ce qu'il y en aura d'autres? Oui, il y en aura d'autres, forcément, il y en aura d'autres. On ne sait pas encore où, ni quand. Ouais. Mais parce que on voudrait bien apporter un contenu nouveau aussi pour le public. Oui. Donc on va essayer de faire ça après la sortie d'un nouveau projet. D'accord. Super. Et du coup, on va finir là, mais j'aimerais bien te voir exposer en tant qu'artiste. J'aimerais bien voir tes œuvres. Oui, je vais m'y mettre. Dès la pression. Je veux bien faire une autre expo. D'accord. Je ne sais pas quand, mais Ok. je vais m'y mettre. Ok. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi? Donc, bon, il y a des projets à venir, des partenariats très intéressants qui vont venir. Ok. Il y a des choses qui vont se faire, mais je vais laisser le suspense. D'accord, j'ai hâte de voir ça. Je serai présent. Et puis, on pourra en reparler quand ça va être concrétisé. Cool. Tu reviendras au podcast et Ok, merci Doria d'être venue. Et la prochaine fois, Jibi Mac Filial. Et à la prochaine.